Demain, 1er mai, eh bien, premier jour du mois de mai, mais une journée singulière car célébration du travail. En amont, eh bien, nous voulons aujourd'hui, dans cette émission, mettre sur la table des échanges, eh bien, le travail dans une démarche philosophique et ensuite sociologique. Donc, nous mettrons en lumière le travail et les perceptions sociales. Voilà, donc nous irons un peu dans ces deux sens-là pour approfondir les connaissances de tout un chacun. Et aussi, vous allez nous emmener à avoir le goût du travail. Bonjour, M. Ilnikez. Bonjour, M. Anjoal. Vous allez bien? Je vais bien, et vous-même? Oui, ça va super bien. Très belle tenue qui nous permet de visiter l'Afrique à travers ses couleurs. Merci beaucoup. Merci pour le compliment. Oui, je suis gentil. Vous êtes très bien habillé aussi. Merci beaucoup. Je suis gentil aujourd'hui. J'espère bien jusqu'au bout. Alors, historiquement, comment on peut dire est né le travail ou bien la nécessité de travailler pour l'homme? Bien. Le travail naît pratiquement, il est consubstantiel à l'homme, il naît avec l'homme. Parce que le travail est comme une réponse aux agressions de la nature. À savoir que quand vous naissez, le premier besoin, le besoin primal, c'est se nourrir. Et donc, il faut travailler pour se nourrir. Même s'il faut ramasser un fruit, s'il faut cueillir un fruit, s'il faut se faire à manger, c'est déjà du travail. Pour s'abriter aussi du soleil, des vents, de la pluie, il faut travailler. Pour même chercher, quand je pense aux premiers hommes, aller dans une grotte pour s'abriter, il faut du travail. Donc c'est une activité humaine qui vient en réponse à un besoin naturel. On a besoin de manger, besoin naturel, alors nous allons cultiver, trouver à manger des aliments, nous travaillons. Besoin naturel de se vêtir, nous devons travailler. Donc chaque fois qu'il y aura, par rapport à l'environnement, des agressions, des situations anormales, des besoins éprouvés, nous produisons du travail pour pouvoir en réponse à ce besoin-là. Et cette société que nous avons, eh bien, elle ne serait pas là aujourd'hui sans travail? Naturellement, parce que c'est à force de produire tous ensemble et individuellement qu'on arrive à transformer l'état naturel. C'est-à-dire que l'état des arbres, il faut les couper, il faut créer des champs, etc. Donc c'est tout ça qui donne la société telle que nous la connaissons aujourd'hui. Est-ce que le travail n'est-il pas pour l'homme juste un moyen de subvenir à ses besoins? Normalement, à la base, oui. C'est-à-dire que c'est parce que je ressens le besoin de me nourrir que je suis obligé de travailler, je ressens le besoin de me vêtir. Donc, à l'origine, oui. Mais il faut dépasser cela, travailler pour subvenir à ses besoins. Le travail, après, doit être quelque chose d'épanouissant. À savoir que je travaille, certes par nécessité, par besoin, mais au-delà aussi, je travaille parce que j'aime ce que je fais. Ça m'apporte plus que la nécessité de me nourrir ou de me vêtir, les besoins physiologiques. C'est pour cela que Voltaire disait que le travail éloigne de nous 3 grands maux, à savoir l'ennui. Si je ne travaille pas, je m'ennuie. Le vagabond s'ennuie. Oui. Si je ne travaille pas, je suis exposé à des vices. L'alcool, la drogue, la prostitution, toutes sortes de vices que vous pouvez imaginer. Et en dernier ressort, c'est ce que vous avez dit, le travail éloigne de nous le besoin. C'est-à-dire quand on travaille, on arrive à faire face à ses charges. Merci beaucoup. Voilà qui est bien dit. Petite piqûre de rappel avant de poursuivre avec notre invité, M. Ilnikez. Eh bien, le 1er mai, c'est la célébration du travail, bien sûr, presque partout dans le monde, avec bien des exceptions notables au Canada et aux États-Unis, où cette fête est plutôt célébrée le 1er lundi du mois de septembre. Donc, aimez votre travail. On vous donne aujourd'hui le goût d'aimer le travail. Et on revient, bien sûr, avec notre invité et avec ce que nous étions en train de dire. L'homme peut-il se contenter de travailler en vue d'un seul gain? C'est ce qu'on est en train d'évoquer tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est l'origine, c'est la base. Mais il faut aller au-delà et développer un certain amour pour ce que nous faisons. Parce que si nous restons uniquement à l'étape de besoin, nous allons vite nous ennuyer, tomber dans une routine et vivre le travail maintenant comme un cauchemar, comme si nous subissions, comme une contrainte. Alors que le travail doit avoir ce caractère libératoire de l'homme. C'est-à-dire que le travail vient pour libérer l'homme des contraintes, des besoins. Ensuite, le fait de le faire correctement, de bien le faire, la conscience professionnelle nous amène à passer un cap. Et donc, nous devrons chercher à être heureux au travail. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, même en management, le happiness management. Cette capacité à travailler
de manière à subvenir certes à ses besoins, mais de se sentir très à l'aise au travail, parce que nous passons plus de temps aujourd'hui au travail que nous n'en passons dans la vie privée. Donc si c'est pour ne pas être heureux au travail, c'est véritablement difficile à vivre. Et il y en a dans notre société qui ne sont pas heureux au travail. Ça peut être quoi la cause? La cause, ça peut être dans les choix. C'est-à-dire que si vous n'avez pas... Il y a certains qui deviennent médecins parce que la famille a bien souhaité, on n'a pas de médecin, vous serez médecin. Et il a de bonnes notes en mathématiques, il fait des séries C et il finit médecin. Mais ce n'est pas un médecin naturel, c'est un médecin par défaut. C'est pareil pour toutes sortes de métiers. Tout petit, dans notre personnalité, les parents doivent nous aider à trouver ce que nous aimons. Il y a des gens, par exemple, qui aiment l'art et on les oblige à être gendarmes, à être policiers, à être professeurs d'université, etc., etc. De telle sorte qu'ils sont des travailleurs par défaut. Ils ne sont pas allés vers le travail que leur cœur désirait. De telle sorte que très rapidement, ils travaillent juste pour subvenir à leurs besoins et le travail les ennuie. Ils ne sont pas épanouis dans ce travail-là. Ça peut venir de là. Le fait de n'avoir pas trouvé le travail qui correspond à notre personnalité. Bien sûr. Alors, on va sortir un peu de cet aspect philosophique-là, entrer un peu dans tout ce qui est sociétal. Donc, le travail est-il perçu de manière particulière dans différentes sociétés ou le travail, c'est le travail? Non, le travail est perçu différemment. Ouais. Vous voyez déjà, si on va dans la culture occidentale judéo-chrétienne, le travail est perçu comme une punition de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui certains vivent le travail comme un cauchemar. Parce qu'on nous parle du jardin d'Éden où Adam et Ève ont mangé la pomme et par punition, Dieu nous a imposé le travail. Et c'est déjà la perception judéo-chrétienne. Donc quand ils parlent du travail, ils en parlent comme d'une contrainte. D'ailleurs, même le mot travail vient du grec tripalium. Tripalium, c'était une fourche qu'on prenait pour piquer les bœufs dans les labours pour qu'ils avancent. Donc vous voyez qu'il y a la souffrance dans la notion de travail judéo-chrétienne. Et l'homme est par essence paresseux. C'est un animal, quand il est rassasié, il se couche. Donc le travail n'est pas naturel pour l'homme. Donc chaque société a inventé des éléments pour amener l'homme à travailler. En Afrique, le travail n'est pas vécu comme une contrainte, au sens où l'homme se sent obligé de travailler comme en Occident. Vous voyez, il y a des contrats, etc. En Afrique, c'est tout petit qu'on insère le travail dans la culture de l'enfant, dans la socialisation. Tout petit, on l'amène au champ, il enlève des petites herbes, c'est ludique. Et de telle sorte qu'il grandit sans véritablement vivre le travail comme un cauchemar. Voyez-vous? Donc, selon les cultures, le travail est vécu comme une contrainte, le travail est vécu comme un dû à la société, et dans d'autres cultures, le travail est vécu comme quelque chose qui rentre même dans la société, qui rentre aussi dans l'éducation, qui rentre dans le fait d'être un mari, un bon père, une bonne femme, etc. C'est-à-dire que le travail même en Afrique va vous conférer pratiquement un statut. Voyez-vous, pour ça, je vais prendre une petite anecdote. Dans la perception du travail est différentielle. La maman Shadé, qui est une artiste anglaise bien connue et d'origine nigériane, Shadé Adou. Shadé, voilà, revient au Nigeria et sa maman lui demande « Quel est ton travail ?» Sa petite fille de lui répondre « Grand-mère, je chante. » Elle dit « Non, je ne dis pas ta distraction. Moi, je chante quand je balaie ma cour, je chante quand je fais tout. Ouais. Je dis ton vrai travail qui te nourrit. » Donc, c'est aussi la perception du travail. C'est-à-dire que l'Africain, son travail, il le perçoit comme au champ, comme des choses, des œuvres de la main, etc. De telle sorte qu'après, on parle de travail intellectuel, travail, vous voyez. Donc, chaque société réfléchit le travail autrement. Mais est-ce qu'en Afrique, le fait que cette puissance du travail-là soit de mise, est-ce que cela ne contraint pas un peu l'homme dans on va dire dans un cocon qui l'empêche d'être libre? Bien. C'est vrai que si nous ne libérons pas totalement les uns et les autres très tôt pour qu'ils fassent les choix de métier qu'ils aiment, en tout cas, il y a beaucoup de chances pour que nous nous retrouvions devant des gens refoulés. C'est-à-dire que quand vous les voyez travailler, c'est vraiment faute de mieux. C'est parce qu'ils sont contraints. Vous les voyez dans les maquis, ils traînent les pas pour venir vous servir. Vous voyez un tailleur, il prend votre tissu, il prend votre avance, il s'en coudre le tissu de quelqu'un d'autre. Vous prévoyez les forces de l'ordre, vous les voyez sur les portails, vous ne sentez pas qu'ils vivent leur travail. Vous ne sentez pas qu'ils sont heureux, ils sont épanouis. Effectivement, comme à l'origine, on choisit rarement nos métiers, on nous dit doués pour des choses et nous les acceptons sous la pression sociale, sous la pression familiale. Effectivement, c'est ce qui fait. Sinon, originalement, le travail doit nous apporter tout. Il
doit nous libérer de beaucoup de choses, nous mettre vraiment à l'aise, nous faire en sorte que nous nous sentions utiles à la société. C'est-à-dire que c'est comme si nous avons des missions sur Terre. Et votre mission, vous ne la remplissez que si vous faites votre travail avec une très grande conscience professionnelle. Aujourd'hui, dans bien, la thématique culture, art et culture de Matin Bonheur, le travail et ce regard sociétal que nous pouvons avoir, bien sûr, du travail, on va évoquer un autre aspect, c'est le travail et les croyances. Bien. Oui. Le travail et les croyances, c'est une que j'ai donnée, la religieuse judéo-chrétienne, à savoir la punition. Et le travail comme croyance, en tant qu'on prolonge les œuvres de Dieu. Oui. Tout ce que nous voyons pour les croyants a été créé par Dieu. Et Dieu, comme nous sommes faits à son image, il se sert aussi de nous pour que nous puissions travailler. Et c'est pour ça que dans la cosmogonie allemande, quand on parle de travail, on parle de Beruf. La notion de Beruf, c'est la notion de vocation. C'est-à-dire que quand nous travaillons, c'est comme si nous sommes en mission pour Dieu. Dieu m'a créé sur terre pourquoi? Tout à l'heure, je vous regardais, vous, à 6 heures du matin, vous êtes déjà dégourdi, épanoui. Mais c'est la croyance que peut-être Dieu a fait en cheval pour faire de la télévision. Voyez-vous, quand on rentre dans ces croyances-là, le travail est vécu comme une joie, comme quelque chose de bien. Et c'est de là que vient, par exemple, vous voyez, les prêtres. Les prêtres, on leur demande la vocation. La vocation vocale, c'est est-ce que la voix de Dieu, tu as entendu, Dieu t'a appelé pour faire le travail que tu fais. Chaque fois que nous allons dire Dieu nous a appelé pour faire ce travail, nous serons totalement heureux, totalement épanouis. Donc, il doit y avoir un brin de forte croyance en nous pour pouvoir mieux exercer notre travail. Sans être aliéné quelque part. Pas du tout. L'aliénation viendra du fait que si nous travaillons trop, si nous exagérons, l'aliénation viendra du fait que si nous choisissons un métier parce que c'est très rémunérateur, alors que nous n'avons pas forcément les capacités, l'aliénation viendra du fait qu'on nous a contraints par la famille ou par les amis ou par mimétisme de faire un travail qui ne nous va pas. Vous voyez des gens qui choisissent la comptabilité parce qu'ils se disent qu'il y a de quoi faire. Alors que peut-être qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont des littéraires, ils sont des écrivains, ils sont autre chose. À quel moment dans le travail on parle de valeur sociale? Mais on parle de valeur au sens où qu'est-ce qui est valorisé? Est-ce qu'un être humain peut ne pas travailler? Est-ce que c'est concevable qu'on vive sans travailler? Si on répond non, si on dit que ce n'est pas souhaitable, alors la société va valoriser le travail. La société n'acceptera jamais qu'un de ses membres en âge de travailler ne soit pas en train de travailler. Parce que ce sera comme s'il profite de la société. Parce que c'est le travail de tous qui nous amène à un moment donné à produire ensemble et à répartir les richesses de ce travail-là. Alors, on va parler maintenant de la réussite sociale. On va dire peut-être que le travail procure à l'homme toute cette aisance et même on peut évoquer le mot de l'argent et tout. Le travail et la réussite sociale. Le travail et la réussite sociale, c'est vrai que ça a interrogé parce que vous avez aujourd'hui l'exemple de beaucoup qui ont réussi, entre guillemets, dans la société. Si on regarde le côté argent, ils sont très connus, qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne travaillent pas. Donc, du coup, beaucoup de gens sont tentés de dire que le travail ne sert à rien. Et ce sont ceux qui travaillent qui ne gagnent rien, ce sont ceux qui travaillent qui sont pauvres, ce sont ceux qui travaillent qui souffrent. Et on en voit qui ont de l'argent, qui se couchent, qui ne font rien. Et donc, si on met la réussite sociale du côté de l'argent, naturellement, on verra que travail et réussite sociale ne marchent pas forcément ensemble. Mais si on se dit que, qu'est-ce que la société reconnaît? La société va reconnaître que quelqu'un a réussi s'il est capable de subvenir à ses besoins propres et à subvenir aux besoins de sa famille. De telle sorte que gagner sa vie, comme on le dit dans la Bible, à la sueur de son front. Que vous puissiez dire devant toute la société ce que vous faites pour gagner votre argent. De telle sorte que si quelqu'un est riche, mais qu'il ne peut pas nous dire pourquoi il gagne de l'argent, il ne soit pas érigé comme modèle de réussite sociale. A contrario, même si c'est un vendeur de garba, un mécanicien, un taximètre, peu importe, l'essentiel, c'est du travail reconnu par la société. On sait que ce qui fait est utile, nous en avons besoin. Vous êtes là, vous nous informez, on a besoin d'informations, on a besoin de savoir où va la vie, et vous êtes là à la télé pour nous le dire. C'est du travail. Vous êtes capable de dire à votre enfant, je ne te vois pas à 4 h, 5 h du matin parce que je vais au travail. Ah papa, qu'est-ce que tu fais? Voilà, voilà, voilà. Et donc demain, voyez-vous, donc vous éduquez votre enfant dans le sens du travail. Et de ce point de vue, ça s'appellera la réussite sociale parce que c'est ce que la société doit valoriser et encourager.
Ce que vous avez dit, un pan de ce que vous avez dit, m'emmène à vous poser cette question. Quelle perception vous avez de ceux qui ne travaillent pas dans la société, mais quand même qui sont assis, qui ont de quoi se nourrir, qui ont de l'argent, qui ont cette aisance dans la société? Aisance financière, oui. Du point de vue des croyances, ce serait mal vu. Oui. Parce que ce n'est pas l'exemple à copier. Si on crée une société, la société est toujours basée sur les valeurs, ce qu'il faut valoriser, ce qu'il faut souhaiter et ce que tout le monde doit faire. Même s'ils sont 5 ou 10% à vivre sans travailler et à vivre et à être très riches, à faire étalage de leur richesse, ça peut donner l'idée aux jeunes que voilà le modèle à suivre. Alors que ce n'est pas le modèle à suivre. Le modèle à suivre, ce sont les 90%, 95%, M. Angeval, comme vous et moi, qui se réveillent tous les matins, qui sont occupés, qui sont utiles à la société, même s'ils ne gagnent pas des millions. Ça, c'est le vrai exemple du monde entier. Est-ce que pour cette personne, il y aura un manque quelque part, malgré tout ce que nous avons? Moi, j'espère. Si vous vivez dans la société sans travailler, moi, j'espère que Dieu vous aura donné la conscience d'avoir honte. Parce qu'il y a deux grands sentiments sur terre, c'est la honte ou c'est la pitié. Si vous n'avez pas honte de vivre sur le dos de la société, on ne sait pas quel moyen, avec beaucoup d'argent, mais vous devriez avoir honte. Maintenant, si vous n'avez pas honte, vous devez avoir pitié parce que vous allez profiter des biens de ceux qui travaillent alors que vous-même, vous ne travaillez pas. Rapidement, avant de terminer, travail et sociabilité, en 30 secondes. Bien, travail et sociabilité, ça veut tout simplement dire que quand vous travaillez et que vous gagnez votre vie, vous avez le droit d'être connu, d'être reconnu, d'avoir des amis, d'avoir de la famille et donc d'avoir des relations sociales très épanouies. Voilà. On sait que tel monsieur, voilà le travail qu'il fait, par rapport à ça, voilà ce qu'il gagne, et par rapport à cela, tout le monde vous approche, tout le monde veut être votre ami, votre parent, etc. Et vous développez une très grande sociabilité. Alors que quand vous ne travaillez pas, normalement, on doit vous fuir. Parce que personne ne veut vous ressembler, vous n'êtes un modèle pour personne, et vous êtes la contre-valeur, la valeur qui ne doit pas exister dans la société. Merci beaucoup à M. Il Nikez, voilà notre invité du jour, avec qui on a parlé du travail et ses perceptions dans la société.